Alors, bienvenue dans ce live. Pour tout vous dire, on est sur la deuxième tentative parce qu'on a eu des petits problèmes de son jusqu'à maintenant. Donc, on repart pour le live. Alors, aujourd'hui, organisation. Sur le sujet suivant, comment se libérer quand notre intimité a été violée? Et on va ouvrir la parole concernant les abus. Alors, j'attends, hop, que Wissem me rejoigne. En attendant, eh bien, bienvenue Fitfat, bienvenue Fatih, Khadija, Anisnou, Safia, Oumeysoun, Foulena, Choura. Bienvenue à toutes, j'espère que vous allez bien en ce lundi 13 février 2023. Je m'auto-choque à chaque fois que je dis 2023. Excuse-moi de vous couper, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, il y aura un replay. Je pense qu'ils vont s'afficher sur le compte de Wissem et sur mon compte. Et il sera aussi disponible sur ma chaîne YouTube, Ma Psy en ligne chez moi. Et si Wissem crée une chaîne YouTube, eh bien, elle pourra aussi le mettre à disposition sur son compte. Alors, comme je vous disais aujourd'hui, l'idée, en fait, c'est qu'est-ce qui a fait qu'on a... Ah, alors, Muslima Organisation Académie ne peut pas participer. Ça, c'est embêtant. Qu'est-ce qui a fait bon, je vous raconte un petit peu, Wissem, comment elle m'a contactée en me disant voilà que dans sa pratique d'organisation, donc elle aide les femmes à s'organiser au sein de leur famille. Elle a constaté en fait qu'il y avait énormément de personnes qui avaient subi des abus sexuels, donc elle était plus sur les abus physiques et sexuels. Et elle m'a demandé si j'étais opérationnelle, je peux dire ça comme ça, si moi j'avais fait les mêmes constats, etc. Et je lui ai dit que oui, carrément, j'ai accepté tout de suite parce que effectivement, c'est un sujet que moi, dans ma pratique de psychologue et aussi avec toutes les collègues psychologues avec qui j'ai pu en parler, qui revient énormément. Je vous en parlais dans la newsletter ce matin pour les personnes qui sont abonnées à ma newsletter. Je dirais que, déjà, il y a un gros décalage entre les statistiques officielles et parce que forcément, tout le monde ne porte pas plainte, etc. Ah, super, Wissem, tu as réussi à revenir. réussi de revenir. Ouais, du coup, j'étais en train de refaire l'introduction du live et je disais qu'il y avait un gros décalage entre, tu sais, les statistiques officielles concernant les abus sexuels, etc., les plaintes, les agressions, et ce que nous, on constate, toi, dans ton activité de facilitatrice, tu vois, en organisation familiale, et moi, ce que je constate aussi en tant que psychologue et des échanges que j'ai pu avoir avec mes collègues psychologues aussi. Exactement, ouais. Mais c'est vraiment très triste, mais c'est pour ça qu'il faut en parler en fait. C'est pour ça qu'il faut oser en parler parce que sinon les personnes elles se sentent mal, elles n'arrivent pas à avancer dans leur vie. Comme tu l'as très bien dit, ça impacte en fait sur toute la famille, en fait, sur nos enfants, sur toutes nos relations. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais vraiment envie que tu puisses venir en parler et pouvoir être une cause pour les aider, bismillah. Parce que toi, justement, juste avant de répondre à la question que tu me posais tout à l'heure, toi, comment vous avez été amené à en parler? En fait, c'est que t'es en appel avec tes clientes et comment ça arrive sur le tas, si je peux dire ça comme ça? Alors, moi, ouais, je suis coach en organisation familiale et en fait, vraiment, donc, je suis formée à l'EDEC et donc, justement, j'utilise l'organisation un peu comme excuse, tu vois, parce que toutes les mamans ont envie de s'organiser et tout, pour aller justement creuser vraiment, tu vois, des schémas, en fait, de reproduction, des choses profondes, en fait, qui font que des fois, notre rapport à l'organisation, en fait, on fait tout pour être organisé, passer du temps avec nos enfants et tout, mais on est complètement bloqué, on n'y arrive pas. J'ai des personnes qui vont arrêter les activités, qui vont arrêter de prendre des cours, qui vont arrêter de faire plein de choses pour se libérer du temps, mais elles n'ont jamais le temps de faire ce qu'elles ont vraiment envie de faire. Donc moi, vraiment, voilà, l'objectif, c'est pas juste de mettre en place une organisation, mais c'est vraiment d'aller creuser qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à t'organiser. Et du coup, forcément, en appel, en creusant, parce que du coup, tu creuses sur la relation à la mère, la relation au père, dans la fratrie, etc. etc. Et c'est comme ça que des fois, j'ai eu plusieurs personnes qui se sont livrées. Et voilà, en fait, ça va d'attouchement sexuel à viol. Et moi, subhanallah, vraiment, j'étais très étonnée parce que voilà, c'est tellement tabou. C'est déjà quelque chose voilà, qu'on a du mal à concevoir. Mais on va pas se mentir. Enfin, j'étais encore plus étonnée que dans la communauté, il y en a autant en fait. Et donc voilà, pour répondre à la question, c'est comme ça en fait. C'est en creusant parce que
l'objectif, moi, c'est pas juste de faire un Ouais, planning, ouais. mais c'est vraiment de trouver une organisation qui correspond à la personne. Et pour ça, il faut que je la connaisse. Et du coup, ben voilà, des fois, ben, c'est comme ça que ça arrive, en fait. Ok, je comprends. Mm. Et tu dirais, comment dire, sur, enfin, des statistiques entre guillemets à la sauvage, mais tu dirais que je te dis n'importe quoi, à 50% des personnes avec qui tu as travaillé, 30, 70, tu jaugerais ça comment? Alors, je dirais que 30%, c'est celles qui osent en Ok, parler. ouais, ouais. En tout cas, tu vois, en début d'appel. Mais du coup, je pense que c'est beaucoup plus, quoi. Je pense que c'est beaucoup Oui. plus parce que, ben, encore une fois, tu Mm. vois, lors d'un premier appel, tout le monde ne va pas se livrer sur ces choses-là. Ah oui, Donc, je me dis complètement. que si 30% se livrent sur des faits aussi graves lors d'un premier appel, il y en a beaucoup plus qui n'ont pas passé le cap d'en parler, quoi. Ah oui, carrément. Oui, oui. Comme tu dis. Ouais, ouais. Mm. C'est Et ça. ça fait combien de temps, du coup, que tu es coach en organisation? Alors, coach en organisation, on va dire que ça fait 1 an que j'ai démarré les Mhm. decks. Et avant ça, c'était du consulting. Donc, c'était vraiment Ok. consultante en organisation. Donc, pour le coup, là, c'était vraiment justement, voilà, tu viens, on met en place une organisation. Donc, on était plus dans quelque chose, voilà, de théorique, de très concret, en fait, au niveau de l'organisation. Mhm. Et c'est tout un cheminement, justement, hein, en lien avec ce que je te dis aussi, parce que j'ai voulu me faire former vraiment au coaching dans une école de coaching pour justement avoir les outils pour pouvoir accompagner ben, des personnes qui ont des traumas, quoi. Parce que ben, justement, je me suis rendu compte que l'organisation, c'est quelque chose qui attire pas mal de monde et on pense que c'est le vrai Ouais, problème, alors qu'en fait, c'est juste un symptôme, le manque complètement. d'organisation. Complètement. Et donc, justement, j'ai voulu me former pour pas être démunie face justement à des personnes qui vont venir avec des cas assez graves Mm. et pour avoir des vrais outils pour les accompagner. Mais voilà, ma spécialité, c'est pas du tout d'accompagner les personnes qui ont subi voilà, des attouchements ou des viols, Mm. quoi. Ah, franchement, ma Charla, c'était hyper responsable et sage de ta part de te former. Voilà, ouais, ouais, non, c'était important pour moi. Enfin, alhamdoulilah, je sais que faut pas rigoler avec ça. On rentre dans l'intimité des gens. Chaque chose qu'on dit, chaque chose qu'on fait, tout ça et tout va avoir un impact et des Mm. répercussions sur leur quotidien. Donc non, ouais, c'était important pour moi de faire les choses correctement et pouvoir bah, apporter le meilleur accompagnement possible. Et voilà, et après, c'est de savoir ben, où sont nos limites. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à toi, parce que moi, c'est pas un sujet, enfin, c'est un sujet, je pense, que émotionnellement, euh, je suis trop touchée par ce sujet. Ce qui fait que je pense que je ne serais pas une bonne personne pour accompagner les personnes qui ont vécu ça. Tu Oui. vois ce que je veux dire? C'est de savoir, en Mm. fait, hein, de ne pas faire de Oui, oui. projection, de choses comme ça. Mm. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à toi pour avoir un regard d'expert et de pouvoir en parler vraiment bah, avec, je ne sais pas comment dire ça, mais pas détaché, mais enfin, avec une vision d'expert tout simplement, quoi. Alors, je t'écoute du coup, Wissam. Quelle question tu voulais me poser? Ben, moi, déjà, comme ça a Ouais. coupé et tout, je ne sais pas si tu l'as refait, mais je veux bien que tu te représentes rapidement Alors, et que tu nous dises aussi, ben, toi, comment t'en es arrivé là, tu vois, parce que je pense qu'on ne devient pas psychologue, enfin, c'est pas quelque chose qu'on rêve de faire quand on est petite fille, tu vois. Donc, comment toi, t'as cheminé et comment t'as eu envie de faire ça? alors, pas petite fille, mais c'est vrai qu'adolescente, je me suis vite intéressée bah, à ce qui se passait dans la tête des gens, quoi, si je peux dire ça comme ça. Euh, Ouais. je pense que j'ai annoncé que je voulais être psy, je devais avoir 13-14 ans. Ah ouais, Après, vachement. après j'avais, on va dire, une curiosité, tu vois, genre d'où on vient ou pourquoi on est là. Enfin, tu vois, après, ça s'est aussi traduit par des recherches, tu vois, dans la religion, etc. Et il y avait cette curiosité. Aussi, j'étais hyper intéressée par les langues parce que je me disais, tiens, si tu parles dans une langue différente, c'est que tu comprends le monde d'une manière différente. Enfin, voilà, j'étais intéressée par tout ça, en fait. Et du coup, vers ouais, 13-14 ans, comme ça, j'ai annoncé que je voulais être psychologue parce que j'avais vraiment cette curiosité, à la fois cette curiosité, tu vois, de comprendre la pensée des gens, les émotions, etc. Et puis, ben, tu sais, il y avait aussi, j'avais envie d'être, je pense, d'aider, en fait, tu vois, tout simplement, quoi, tu vois, d'être utile, etc. sur Terre, si je peux dire ça comme ça. Du coup, ben, après, j'ai fait un bac littéraire, je me suis dirigée vers des études de psycho. J'ai eu mon diplôme en 2009.
Après des expériences dans l'animation, enfin, j'ai eu beaucoup d'expériences dans l'animation en tant qu'intervenante scolaire, en tant que prof. Donc déjà, si je peux dire ça comme ça, j'ai touché du bout du doigt toute la problématique avant même d'être psy, hein. Parce que vraiment, quand D'accord. tu travailles dans les écoles, j'ai entendu des choses. Franchement, faut avoir les tripes bien accrochées quand même. Quand je te dis j'ai entendu, enfin, ça peut être ce qui se passe dans l'école, mais c'est aussi les enfants, ce que les enfants nous rapportent, quoi. Oui, Donc oui, ouais. voilà, donc déjà, on va dire, j'étais déjà bien baignée dedans. Après, ben, en 2013, j'ai créé mapsyenlignechaismoi.fr. Donc là, au début, c'était plutôt des consultations, c'était de l'individuel. Il n'y avait que moi. Aujourd'hui, on est 6 ou 7, je crois, dans l'équipe. Donc, il y avait que moi. Machallah. Après, en 2018, j'ai commencé à faire mes premières formations numériques. Donc là, c'était vraiment pour accompagner justement avec ce constat que ben, tout ce qui est du domaine de la psychologie, des émotions et tout, ce ne sont pas des choses qu'on nous apprend à l'école du tout. Donc, Ouais. il y avait un besoin en fait sur ça. Du coup, j'ai commencé à créer du contenu par rapport à ça. Bon, j'avais aussi la chaîne YouTube Ma Psy en ligne chez moi où je publiais beaucoup de podcasts, etc. En 2019, donc là, j'ai commencé à travailler sur le bootcamp qui est aujourd'hui dans la version Ma Psy Campus. Donc le bootcamp, l'idée, c'était vraiment de pouvoir accompagner plusieurs femmes en même temps, justement à travailler sur leurs blocages, leurs croyances limitantes, à se réapproprier leur identité, en fait, leurs ambitions, à aller au-delà, tu vois, de leur traumatisme, de leurs blessures, de leurs peurs, etc. Et après, en 2020, bah, j'ai eu mes premières collaboratrices psychologues avec qui j'ai commencé à travailler, qui ont rejoint Ma Psy en ligne chez moi. Et puis maintenant, bon, bah, ouais, comment? Non, non, J'ai j'ai entendu que rien dit. Ah, pardon. Oui, donc on a commencé à travailler ensemble, à superviser, à former ensemble, etc. Aujourd'hui, je fais plus de consultations individuelles. Je me consacre vraiment au coaching du bootcamp Ma Psy Campus, au contenu que je crée et que j'offre, et à la formation, la supervision avec mes collègues psychologues. Et en fait, le constat, vraiment ce qui m'a poussé aussi tu vois, à faire grandir, si je peux dire comme ça, Ma Psy en ligne chez moi, c'est que, tu sais, on dit il y a une célèbre phrase dans la communauté musulmane qui dit que les femmes sont la moitié de la communauté et elles éduquent et elles soutiennent la seconde. Et en Ouais. fait, c'est de dire ça, ben, tu te dis derrière, les femmes, elles ont d'autant plus besoin d'être soutenues et accompagnées pour vraiment mener ça en fonction de leur challenge. Tu vois que leur challenge, soit des trucs personnels, professionnels, religieux, familiaux, tu vois, tous les traumatismes et les blessures qu'on va aborder aujourd'hui avec Salam Gokonta. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter, tu vois, pour pouvoir briser ces cycles toxiques qui détruisent, ben, comme tu disais tout à l'heure, les personnes, les familles, la communauté, la société, et qui créent en fait tout ce qu'on peut voir de maltraitance, d'abus, de négligence, tu vois, qui viennent nuire à l'individu et puis à toutes les, tu vois, la famille, la société, etc. Et vraiment d'apporter mon soutien comme ça aux femmes à mon niveau, si je peux dire ça comme ça. Ouais, machallah. Ma belle, en tout cas, c'est un beau parcours. Et qu'Allah Amin, mette la baraka dans ton projet et vous permette d'aider le maximum de personnes possible. Amin, Ajmaïn. Machallah. Et du coup, pour rentrer directement dans le vif du sujet, je pense que c'est ce qui intéresse les personnes qui sont là. Et vraiment, j'insiste sur le fait, même si vous n'êtes pas concerné, c'est important d'entendre tous les conseils qu'elle va vous donner parce que peut-être qu'un jour, vous allez faire face à une personne de votre entourage qui est concernée, une amie, peu importe qui, et savoir comment réagir, en fait, de savoir aussi quels conseils lui donner, vers qui la rediriger et tout. Complètement. Donc, c'est important, en fait, que ce soit pour nous ou pour nos proches. Donc, comme je te disais, les personnes, donc, dans un premier temps, elles n'osent pas en parler. Après, ce que j'ai remarqué et qui m'a étonnée aussi, c'est qu'en fait, une fois qu'elles osent en parler, elles vont minimiser les choses. Elles vont vouloir, en fait, elles veulent juste oublier, elles veulent juste, tu vois, faire comme si rien ne s'était passé. Et moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ton avis là-dessus sur cette façon de gérer la situation qui est de nier, en fait, hein, de nier, enfin, je sais pas comment on peut dire ça, mais Oui, je vois ce que tu veux dire. De mettre voilà, les choses sous le tapis, quoi. exactement, exactement. Ben, en fait, là, tu vois, tu parles de ce qu'il y a de plus grave parmi les abus. Tu vois, l'abus physique, l'abus sexuel. Mais je pense que c'est Ouais, important qu'on garde à l'esprit qu'il
il y a aussi des abus psychologiques et émotionnels et que ça a le même potentiel traumatisant et important. Tu vois, ça, il faut vraiment qu'on garde ça à l'esprit. Et tu as raison, c'est clair qu'il y a énormément de femmes qui ont été victimes. Moi, j'ai observé, c'est pour ça que je te demandais les statistiques tout à l'heure, je dirais qu'il y a un bon 90% de femmes en accompagnement où on se rend compte, où elles nous disent, ou alors on se rend compte parce qu'il y a des symptômes, tu vois, il y a des signes qui nous montrent qu'il y a eu des choses du domaine de l'abus. Euh, un bon 90%, et c'est carrément énorme. Et quand j'en parle avec mes collègues psychologues, elles font les mêmes constats. Donc, c'est pour dire que voilà, c'est pas, malheureusement, ce ne sont pas des faits qui sont isolés. Et tu as dit une chose importante, c'est qu'elles n'osent pas en parler. Alors, tu sais, on peut se dire, bon, bah oui, elles n'osent pas en parler, ou quand ou elles essayent de mettre les choses sous le tapis, entre guillemets, bah, parce que forcément, c'est des choses comment dire, elles ressentent de la gêne, de la honte. Et en fait, mais tu vois, ça, en fait, le fait qu'elles aient de la gêne, de la honte et qu'elles essayent de mettre ça sous le tapis ou qu'elles aient du mal à le digérer, moi, ce qui m'interroge aussi, c'est que qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans un positionnement comme ça, tu vois, en tant qu'individu? Qu'est-ce qui fait qu'on ne se sent pas d'adresser ça à des proches? Tu sais, qu'est-ce qui fait autour de nous, socialement, tu vois, sociétalement, familialement, ben, on soit, entre guillemets, mené ou obligé de mettre ça sous le tapis, justement. Tellement c'est douloureux. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on ne trouve pas forcément les ressources, quoi, en fait, finalement. Ça, je, Ouais. ça, je me dis, ça pose vraiment des questions individuelles, familiales, sociétales, sociales. Et tu as raison, tout à l'heure, tu disais, même si on n'a pas été concerné, c'est important d'écouter, parce que je pense qu'on a tous une responsabilité dans ça, tu vois. De comment. Enfin, tu vois, par exemple, admettons, comme tu disais tout à l'heure, voilà, entre guillemets, elle a reconnu, elle a verbalisé, mais peut-être à un moment donné, elle a parlé à une personne qui lui a fait une remarque, excuse-moi du terme, pourri, et du coup, bah, elle s'est dit, bah, plus ou moins consciemment, elle s'est dit, vas-y, ça sert à rien d'en parler, je vais faire comme si de rien n'était, quoi, tu vois? Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais, il y a pas, en fait, il n'y a pas des choses qui sont mises en place qui facilitent aussi ben, l'ouverture et le fait de parler de ces choses-là, en fait. Bah ouais, parce que c'est tellement douloureux. Tu vois, quand tu fais un pas, puis que tu as un mur en face de toi, toi tu te prends un vent, soit tu te prends une remarque carrément déplacée, bah, le réflexe, le mécanisme de défense, ça va être bah, de mettre tout sous le tapis, tu vois, de dire bah, ça vaut pas le coup en fait, tu vois. Et ça, c'est des mécanismes de défense qu'on observe dans tous les types d'abus, hein, dans les abus sexuels, physiques, émotionnels, psychologiques. Et du coup, je pense que vraiment, c'est primordial qu'en tant qu'individu, on se réforme tous en fait pour pouvoir justement aider, accompagner les victimes bah, à se reconstruire, tu vois, ou avoir un espace de parole où elles se sentent comprises, acceptées. Parce que souvent, bah, là, on t'a parlé de quand elles en parlent, mais souvent, elles n'osent pas en parler parce qu'il bah, y a la peur du jugement, des reproches, du déni, tu sais, le fait d'être condamnée, tu vois, d'être jugée en tant que femme. Et franchement, souvent, il y a anguille sous roche, on va pas se mentir. Hein. Je te disais tout à l'heure les expériences que j'ai eues, tu vois, avec différents âges, entre guillemets. Ben, j'ai vu enfin, des femmes qui se confient, enfin, en tant qu'enfant, tu vois, ou même après, des parents qui croient pas, qui traitent de menteuses, ou qui mettent la faute sur l'enfant. J'ai vu même un cas d'une fille qui avait été abusée par son oncle. Elle a parlé. Après, ses parents lui ont demandé de s'excuser auprès de son oncle d'avoir dit des choses comme ça. Ah ouais, Donc, ouais. Moi, j'avais déjà entendu ouais, le cas de, ben, en fait, la personne, on la croit pas et du coup, ben, enfin, l'enfant, on ne la croit pas. Et du coup, en fait, au lieu d'être ouais, protégée, c'est ça, ben, elle est sans cesse ben, remise, comment dire ça, en cause. Hein. mise en danger, Ah, en fait, à chaque fois. mais Parce que les complètement. personnes qui. Mais Ouais, il faut se dire que voilà, il y a l'événement en lui-même qui est traumatique et il y a comment c'est géré au temps et ça rajoute à la destruction, quoi. C'est vraiment ouais. terrible. Hein. Et puis, ben, quand tu as aussi, alors des fois, entre guillemets, dans la bonne nouvelle, c'est que bien sûr, il y a des parents qui suivent, tu vois, mais il y a aussi, ben, malheureusement, tous les problèmes de justice, de plainte, tu vois, de prise de plainte, etc., qu'on peut voir dans les médias, qui peuvent dissuader aussi, tu vois, les victimes de parler, en fait, ou alors elles se sentent pas, tu vois, légitimes au moment où elles décident d'ouvrir la parole par rapport à ça. Et puis, ben, forcément, elles referment, elles remettent sous le tapis. Euh, et comme et on sait que faire comme si de rien n'était, tu vois, si je simplifie, c'est un mécanisme de défense qui est bien connu. Et au-delà, tu vois, du contexte, comment ça se passe dans le contexte, quand c'est le cas, en fait, il faut se dire que faire comme si de rien n'était, c'est un mode d'adaptation au traumatisme qui est commun, qui est familier. Et souvent, on le reproduit par mimétisme aussi, tu vois. Mais c'est que des fois, on va même rien dire ou
bah, en mode, tu sais, ça vaut pas le coup parce que bon, ben, tu sais, t'as observé plus ou moins qu'autour de toi, bah, finalement, bah, les gens, ils communiquent pas sur leurs émotions, ils communiquent pas sur leurs blessures. Bon, bah, automatiquement, c'est un peu comme un robot, tu reproduis le truc, en fait. Parce que tu as la croyance que éviter les émotions, éviter, entre guillemets, la difficulté, ben, c'est plus facile. Mais on sait que à long terme, ça l'est pas du tout. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, du coup, c'est quoi ton avis là-dessus sur le fait que ben justement à long terme, oui, on peut ne pas en parler, mettre tout sous le tapis, faire comme si de rien n'était, mais à long terme, en fait, les conséquences, Ben, je pense que c'est grave, c'est ah, destructeur. mais complètement. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que ça peut avoir un impact jusqu'à ta capacité à organiser ton foyer, tes activités, à être avec tes enfants. C'est les émotions, de toute façon, de manière générale, plus, tu sais, c'est un peu comme je dis souvent, c'est un peu comme les enfants de 2 ans et demi, 3 ans. Si tu les écoutes pas, ils vont se manifester de plus en plus fort, tu vois. Et alors, tu vois, c'est des crises de colère, des crises de pleurs, une difficulté à gérer ses émotions, des troubles du comportement, des troubles relationnels. Tout ça, c'est des symptômes en fait de quelque chose de plus profond qui a besoin d'être adressé, quoi. Mm. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et exactement, des fois, on... et c'est vraiment, et moi, c'est pour ça que c'est super intéressant pour moi de travailler avec l'organisation, c'est que vraiment, des fois, on voit que, bah, comme on dit, tu vois, le bout de Mm. l'iceberg qui dépasse, et on se dit, bah, c'est ça le problème, et tu vois, du coup, on essaye d'être focus, on essaye de mettre en place des choses pour avancer, pour aller mieux, alors qu'en fait, ben, le vrai problème, il a absolument rien à voir, mais c'est juste qu'il impacte tellement tous nos Ouais. domaines de vie que ben voilà, des fois, c'est dans des choses qui nous paraissent anodines, mais le lien, enfin, il est en lien avec quelque chose de très grave, de très profond. Ah oui, non, mais Et du coup, ben, comme je te disais, c'est que même souvent, nous, des fois, on a des patientes qui nous parlent pas, tu vois, c'est pas le premier truc avec lequel elles vont venir, mais ouais, tu sais, on a il y a des choses auxquelles on est attentive. On sait que, ah, ça, ou ça, tiens, ça sent l'abus. On va pas lui dire forcément parce que elle n'est pas forcément prête et c'est pas à nous de décider quand la personne, elle est prête pour en parler. Mais comme tu as dit, il y a des symptômes, il y a des signes relationnels, familiales, etc. et tout, qui vont indiquer que, ah, il y a quelque chose de plus profond qui relève de l'abus, qui soit psychologique, émotionnel, sexuel, physique, etc., qui montre que ben, il y a quelque chose, quoi. d'accord, ok. Et du coup, je comprends mieux, donc voilà, un petit peu, voilà, le fait que ben, rien n'est fait pour aider ces personnes à parler, à se sentir en confiance pour en parler, se sentir soutenues. Et d'où l'importance, justement, nous, en tant que parents, Mm. d'être organisés pour justement avoir cette disponibilité pour nos enfants Complètement. et pour pouvoir Ah, justement ben, les qu'ils ressources. aient Mm. cette confiance, en fait, se dire, mais qu'Allah nous préserve et qu'Allah Amin. préserve tous nos enfants. Mais Amin, amin. c'est Mm. important qu'il y ait du dialogue, qu'il y ait cette confiance, que nos enfants sachent que ben, quoi qu'il arrive, en fait, ils peuvent venir nous voir, ils peuvent venir nous Mm. parler. Mais c'est tellement important. Je veux dire, aujourd'hui, on s'enferme dans la cuisine, on s'enferme dans le ménage en pensant voilà, que c'est les meilleures choses à faire. Mais c'est notre relation avec nos enfants, le dialogue qu'on a avec nos enfants. Voilà, c'est tout ça qui est important pour que justement ils grandissent ben, en se sentant soutenus, en fait, subhanallah. Mm. Complètement. Et du coup, la question que je voulais te poser après ça, c'est qu'il y a autre chose, moi, qui m'a énormément Mhm. étonnée. Une fois que les personnes, bah, au début, elles n'osent pas en parler, après, elles en parlent, voilà, elles veulent vite mettre tout sous le tapis et tout. Mais il y a aussi autre chose, c'est que après, en fait, elles vont victimiser ben, les coupables, en fait, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont pas se mettre en posture de victime, Mm. elles vont justement commencer à elles-mêmes trouver des excuses en fait. Alors comme tu disais, tu vois, des fois c'est les parents, mais des fois c'est Mm. elles-mêmes qui vont dire mais c'était de ma faute ou tu vois oui mais c'était rien. Tu vois par exemple pour des attouchements, Mm. ben moi c'est le genre de choses que j'ai eu. Ben en fait vu que c'était des attouchements et que c'était pas Mm. un viol, c'était en gros ouais ben voilà c'était rien. Puis après c'était ben oui mais il était un peu malade, tout ça, tu vois. Ah oui, je vois. Qu'est-ce qui se passe en fait selon toi pourquoi elles ont ce Mm. mécanisme et, et surtout, ben, euh, est-ce que c'est indispensable justement d'accepter d'avoir été une victime pour dépasser ce trauma, Ah, selon toi? c'est intéressant dans ta question parce que inconsciemment, comme tu l'as posé, tu as opposé en fait les deux dispositions. C'est-à-dire que tu as parlé d'acceptation et dans la première partie de ta question, tu parles, sans le dire, de déni. C'est-à-dire que quand tu trouves Ouais, des excuses aux agresseurs, mais en fait, tu es
quelque part, on est dans le déni de l'agression. Tu vois, on trouve des circonstances atténuantes qui fait que, ah, ben, un attouchement, c'est pas un viol. Ah, il n'avait pas toute sa tête. Oh, il était un peu bourré. Enfin, j'en sais rien. Tu vois, toutes les excuses qu'on peut entendre. C'est une manière, tu vois, c'est du déni, en fait. Et pour ce qui est, tu vois, de un peu, comme tu disais, de presque inverser les rôles, euh, je pense qu'il y a une autre explication à ça. C'est aussi un mécanisme de défense. Tu sais, quand tu as été agressé, émotionnellement, psychologiquement, sexuellement, physiquement, etc., c'est comme si tu sens que, tu sais, il y a tout qui a échappé à ton contrôle, en fait. La situation, des fois ton corps, tu n'arrives pas à crier, tu n'arrives pas à répondre tellement tu es choqué, tu vois, tu es tétanisé, tu peux pas te défendre, etc. Et tout. Et, et tu vois, le fait d'inverser, entre guillemets, les rôles, de se mettre une part, si je peux dire ça comme ça, de responsabilité ou de culpabilité, bah, c'est une manière plus ou moins consciemment, donc en général c'est complètement inconscient, de reprendre un petit peu de contrôle sur ce qui s'est passé pour se rassurer, tu vois, on prend de la responsabilité parce que sinon on se sent complètement à découvert, vulnérable, etc. Donc c'est un mécanisme de défense qui peut être utile à un moment donné, tu vois, parce que les personnes, bah, elles font avec ce qu'elles ont, tout simplement. Mais c'est un leurre qui crée au fond énormément d'angoisse et des extrêmes aussi, tels que des comportements sexuels à risque. Tu vois, je vais te donner un exemple. Alors, c'est peut-être pas forcément. On peut penser qu'on ne va pas voir ça dans la communauté musulmane, mais malheureusement, si. Et tu vois, il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui ont été violées, attouchées, etc., qui tombent dans la prostitution. Ça, c'est statistique, tu vois. Et souvent, tu vois que derrière, elles ont ce truc de ah, c'est moi qui choisis. C'est moi qui Mm. choisis, c'est plus on m'impose pas, c'est moi qui choisis le client, j'ai repris le truc sur le client je sais pas comment elle peut appeler. Tu vois, le conjoint, excuse-moi du terme, tu vois, le conjoint d'un soir, etc. et tout, je vais le dire comme ça. Mais du coup, D'accord. ça entraîne des comportements sexuels à risque. D'accord. Et pour Ouais, ouais. Non, mais ouais. et comme tu le disais tout à l'heure, tu vois, c'est pour ça que c'est vraiment important, oui, comme tu l'as dit, c'est d'accepter d'avoir été victime. Et en fait, qu'est-ce qui bloque souvent la croyance, entre guillemets, qu'on voit, la représentation qui bloque un peu ça, c'est que souvent, elles sont en mode, si j'accepte que j'ai été victime à un moment donné, bah, c'est que j'accepte que je suis vulnérable et que peut-être je peux pas me défendre, etc. Enfin, tu vois, c'est tout un raisonnement de croyances limitantes. Et ça implique que, genre, je vais être une victime toute ma vie. Et souvent, du coup, il y a de la résistance par rapport à ça. Alors que accepter d'avoir été victime, ben après, j'ai envie de vous dire à toutes celles qui nous écoutent, qui sont concernées, à toutes les personnes qui comprennent pas, tu vois, ce qui se passe derrière pour une femme, une personne qui a vécu un truc comme ça, c'est que tu peux pas voir venir, enfin, comment tu sors de chez toi le matin, tu te dis, ouais, je vais me faire violer ou je vais me faire attoucher dans la journée. Personne voit ça venir, en fait, tu vois. Tu, donc, il y a une part de, comment dirais-je, d'inclus, si je peux dire ça comme ça, après et, tu sais, souvent, en fait, le travail d'acceptation, il est là, en fait. C'est qu'à un moment donné, tu as été victime, tu n'es pas responsable, tu n'es pas coupable, et ta seule, entre guillemets, responsabilité, si je peux dire ça comme ça, c'est juste, mais c'est pour toi, en fait, c'est de te reconstruire, quoi, c'est tout, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je comprends tout à fait, machallah. Et ouais, en fait, c'est accepter d'avoir été Bah, démunie pour justement se reconstruire plus forte, quoi, plutôt que d'être dans le déni en pensant avoir le contrôle, mais en fin de compte, vivre une vie où on est complètement instable, dans l'autodérision. voilà, Mm. c'est exactement ça, ouais. Bah, Glofi. Et du coup, toi, dis-moi, quels sont tes conseils justement pour ces femmes qui nous écoutent et qui ont vécu ce genre de choses? Alors, je vais en filigrane, je vais reprendre un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que parce que déjà, le dernier point, de faire le distinguo entre j'ai été victime à un moment donné et entre guillemets, je suis une victime toute ma vie, tu vois, ou travailler sur ce qui nous bloque en fait à reconnaître la légitimité de ce qu'on a vécu, de ce qu'on ressent, etc. Tu vois, de faire la part des choses de tout ça, d'accepter que c'est normal d'en avoir vécu des émotions entre guillemets négatives, dire que ça a eu des conséquences dans notre vie, que c'est pas nous qui avons mal fait, c'est pas, tu vois, c'est pas, ouais, j'ai mal géré, j'ai mal fait, j'ai perdu un moment de ma vie, etc. En fait, non, c'est juste accepter de penser cette plaie et les conséquences que ça a eu, tu vois, pour pouvoir se retrouver en tant que personne. Comme on se disait tout à l'heure, c'est que souvent, quand il y a eu des événements traumatisants comme ça, des blessures, après, il y a eu des comportements, tu vois, des difficultés relationnelles, communicationnelles, émotionnelles, etc. Et du coup, la personne, elle ne sait plus distinguer c'est qui moi,
la vraie moi, si je peux dire ça comme ça, et c'est qui la moi blessée. Et tu vois, il y a un peu tout qui se mélange. Et d'où l'intérêt de faire ce travail, justement. Alors, je dirais par accompagner si besoin. Mais en vrai, franchement, je pense qu'il faut vraiment être accompagné. Tu vois, il faut se trouver dans un espace où on se sent en sécurité, où on se sent respecté dans ses valeurs, dans ses principes, dans ce qu'on a vécu. Tu vois, vraiment s'autoriser en fait à soigner la plaie, en fait, tout simplement. Quoi. Parce que c'est grave. En fait, c'est grave. Et tu sais, des fois, tout à l'heure, tu parlais des... T'es toujours là, Wissem? Oui, oui, je suis là, je t'écoute. Ouais, tout à l'heure, tu sais, tu parlais de certaines fois, il y a des femmes qui disent oui, mais c'était des attouchements, ou c'était, ou alors, tu sais, et tu sais, moi, ça m'arrivait de dire, bon, bien sûr, ça dépend aux personnes, mais de dire, est-ce que toi, si c'était ton enfant qui avait vécu ça, tu dirais c'est que des attouchements? Ah non, moi, hors de question, tu vois, tout de suite, poum, ça réveille, en fait. C'est, Ouais, ouais. voilà, tu vois, quand on est en mode, attends, est-ce que j'accepterais ça pour un... Non, en fait, tu n'acceptes pas. Et du coup, ben, tu sais que, aïe, la jauge, elle est là, en fait. Ah ouais, ouais. Ah, mais ça, vraiment, je comprends tout à fait, ouais. Ça les réveille. Et c'est vrai, on a tendance à accepter des choses pour nous qu'on n'accepterait absolument pas pour les personnes qu'on aime, hein. Totalement. Et ouais. Et ben justement, bah, en parlant de ça, alors bien sûr, deux questions. Faut pas psychoter, bien sûr, mais justement, est-ce que tu as des conseils à donner, ben justement pour préserver nos enfants de ce genre de situation? Parce que ben justement, comme on a dit, des fois c'est les adultes qui mettent les enfants en danger, pas Mm. toujours, mais en n'écoutant pas, en faisant pas attention, enfin voilà des choses comme ça. Mais aussi tout à l'heure, tu as parlé de signes. Euh, alors, comme j'ai dit, il ne faut pas après psychoter, mais quels sont les signes qui peuvent nous permettre de se dire, ah tiens, il y a peut-être quelque chose et il faudrait peut-être être plus vigilante, faire plus attention. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux dire de signes chez l'enfant ou dans l'entourage? Chez l'enfant, dans l'entourage. Alors moi, c'est vrai que voilà, c'est les enfants, c'est encore plus, c'est encore plus douloureux. Mais bien sûr, ben, en fait, dans l'entourage, c'est souvent des femmes qui ont été enfants. Donc oui, chez les enfants, dans l'entourage, des signes qui pourraient nous alerter, nous dire de faire plus Mm. attention. Ou quand c'est dans l'entourage des personnes déjà adultes, ben, nous dire, bah, tiens, peut-être qu'elle aurait besoin de parler, de se confier sur certaines choses ou quoi. Alors après, il ne faut pas aller chercher les signes non Non, mais plus et devenir parano et en tu as voir raison, partout. parce que le Mais dernier mot que tu as dit, excuse-moi de te couper, Wissem, tu as dit qu'il ne faut pas psychoter. Et le fait de psychoter, ça peut, comment dirais-je, ça peut être un facteur aggravant ou déclenchant, si je peux dire ça comme ça. Donc, effectivement, faut pas psychoter. Tu vois, euh, enfin, le fait de psychoter, comme ça peut créer tu vois, un climat anxiogène, etc., qui peut avoir des effets tout aussi délétères, tu vois. Donc, effectivement, d'accord. il ne faut pas psychoter. Après, alors je te remercie de poser cette question parce que je pense que c'est vraiment hyper important. Je vais redire des choses que tu as dit tout à l'heure et puis je vais développer un peu plus. Tu as parlé de communication tout à l'heure et de confiance. Et derrière, toi, le concept du fait de pouvoir communiquer avec ses enfants et d'installer un climat de confiance qui fait que l'enfant, bah, il va pouvoir se sentir à l'aise de parler avec toi. Je pense qu'il faut vraiment avoir soi-même, comment dirais-je, déplier bagage, quoi. Tu vois, c'est d'être au clair avec. Parce que tu vois, souvent, on voit aussi les cas de femmes qui ont subi, tu vois, des traumatismes comme ça, et elles sont tellement enfermées là-dedans qu'elles n'arrivent pas, en fait, à accompagner leurs enfants sur ça, à communiquer là-dessus. Elles ont peur de mal faire. Elles ont des superstitions sur, oh, si j'en parle, ça risque de se produire. Ou alors, comme tu dis tout à l'heure, elles psychotent, et du coup, elles posent des questions où l'enfant, il se sent accusé, et du coup, bah, si, comme tu disais tout à l'heure, Carla nous en préserve, ça arrivait, bah, elle va pas se sentir en confiance pour en parler, tu vois. Donc, c'est important aussi d'avoir les ressources émotionnelles et psychologiques pour instaurer, tu vois, de manière générale, justement ce climat de communication et de confiance. Et je pense que ce qui est important aussi, tu vois, je te parlais de compétences émotionnelles, c'est que, et encore une fois, Carla nous en préserve, si à un moment donné, ton enfant, il vient, il te rapporte un truc et que, excuse-moi du terme, tu réagis comme hystérique. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé et tout? Tu fais peur aux gamins, en fait. Ou il y a ça, ou alors, tu poses des questions qui sont euh, euh, en fait, tu orientes les réponses. Il t'a touché là? Ou il t'a fait ça? En fait, tu poses pas des questions ouvertes, tu poses des questions ciblées. Et du coup, tu peux pas avoir un rapport objectif de ce qui s'est passé parce que l'enfant, il est en panique. Tu vois, il s'est passé un truc, il te voit que tu perds un peu les pédales, il va te répondre un peu oui et non, tu vois, sans vraiment réfléchir à ce qui est en train de se dire, quoi. Donc, c'est vraiment important, tu vois, de pouvoir justement garder son calme,
Tu vois, de vraiment de poser, de vraiment, voilà, d'accueillir ce que l'enfant il te dit en posant des questions ouvertes sans orienter les réponses. Parce que ça, le fait d'orienter les réponses en tant que parent, c'est une erreur qui est extrêmement fréquente et commune que je vois énormément. Et effectivement, D'accord. tu vois, il y a une personne qui nous disait comment ne pas psychoter pour un parent qui a été victime et voit dans l'interaction de ses enfants avec autrui des signes. Ben, en fait, c'est une différence entre psychoter et voir des signes. Quand tu psychotes, c'est basé sur rien. Si tu vois des signes, après, ben, c'est quoi factuellement les signes? Est-ce qu'effectivement, c'est des signes, tu vois, qui montrent que l'enfant, il a été mis à mal ou que l'adulte, il est bizarre? Enfin, on va dire ça comme ça. Mais là, ça nous amène au point suivant que je voulais. Donc là, je vous ai parlé un peu de tout ce qui était communication, confiance, gestion de soi, maîtrise de soi en termes émotionnels pour pouvoir justement réagir de la meilleure, agir et réagir de la meilleure des manières. Après, il y a aussi la prévention. Tu vois, euh, comment dirais-je? On peut pas faire comme si elle n'existait pas. Tu vois, donc c'est aussi comment, tu vois, les détails tout bêtes, si je peux dire ça comme ça, c'est que, par exemple, il vaut mieux éviter d'appeler les parties intimes de l'enfant zizi, zézette, tu vois, des trucs comme ça. Il faut dire les vrais mots. Pénis, vulve. Parce qu'en fait, tout ce qui est, on sait que bah, tous les mots un peu enfantins, c'est les mots qui sont souvent utilisés, bah, déjà qui excitent les pédophiles, hein, je vais le dire clairement. Donc, tu vois, c'est aussi tout le langage qu'on utilise pour décrire les parties intimes, où l'enfant il se positionne par rapport à ça. Il sait que c'est intime. Enfin, tu vois, d'expliquer qu'est-ce qu'on touche, qu'est-ce qu'on ne touche pas, si ça arrivait, comment il a le droit de réagir, pousser, frapper. Enfin, tu vois, c'est comment on oriente, comment on fait la prévention en fait aussi avec les enfants, comment on leur explique leur intimité, quelles sont les limites. Comment ils peuvent réagir s'ils le sentent sur le coup, si ça arrivait, parce que ça, c'est aussi, enfin voilà, faut être, entre guillemets, tu vois, faut être préparé, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est inacceptable, faut faire de l'éducation, en fait, par rapport à ça, tu vois, de la prévention, en mode, qu'ils aient un répertoire, si je peux dire ça comme ça, tu vois, d'action, de compréhension, si ça arrive. Alors, bien sûr, il faut adapter en fonction de l'âge, etc., puis c'est vous qui connaissez vos enfants, mais la prévention, et l'éducation, elle implique que nous-mêmes, pas pareil, on ait fait ce travail sur nous, d'une part, et d'autre part, on s'éduque sur la question, en fait, tu vois, tout simplement. Et puis, ben, je pense qu'il faut il faut être aussi vigilant. C'est effectivement, tu vois, franchement, je pense qu'au fond de soi, quand il y a quelque chose qui est louche, on le sent. C'est vraiment, c'est de s'écouter, en fait. Là, tu vois, c'est un adulte c'est des regards, c'est une posture, c'est une manière de parler à l'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Il faut suivre son intuition, en fait. Il faut vraiment être vigilant dans l'observation, pas être dans une confiance aveugle, il faut pas être dans la paranoïa, c'est clair. Mais l'idée, c'est pas non plus de confier tes enfants à n'importe qui, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et encore moins sous couvert que c'est quelqu'un de la famille ou quoi, ou qu'est-ce, ou c'est une copine, je l'ai rencontrée à la mosquée ou quoi. Enfin, ça veut rien dire, en fait. Tu vois, c'est vraiment. Je pense qu'il faut vraiment bien prendre le temps d'observer la vigilance. Après ça, je pose un petit peu ma casquette de psychologue et là, je vous parle plus en tant que sœur, quoi. Les invocations. Quand vos enfants sortent de la maison, demander protection auprès d'Allah, leur enseigner aussi les invocations, parce que nous, on fait les causes à notre échelle humaine, mais après, qui est-ce qui protège en fait? C'est notre Seigneur, tu vois. Voilà, donc faut pas oublier ça aussi. Ça nous permet aussi, tu vois, de pas tomber justement, comme tu disais tout à l'heure, entre guillemets, dans une paranoïa ou dans une peur panique, dans l'angoisse, dans l'anxiété. C'est de se dire, voilà, on fait les causes mondaines, on fait les causes spirituelles, et Allah, il protège nos enfants de la manière dont lui, il le trouvera. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, ouais, ouais. comme je vous disais, pour continuer, ouais, donc il y a vraiment cette vigilance, cette observation on parlait des adultes, mais vis-à-vis des autres enfants aussi, hein, parce que ben on sait qu'on n'est pas, comment dirais-je, malheureusement il y a des enfants ou des adolescents qui ont plein accès à des écrans, des tablettes, des téléphones, et on ne sait pas ce qu'ils regardent. Et on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui tombent sur des contenus pornographiques, des adolescents, etc. Mais après, il y a cette curiosité, entre guillemets, si je puis dire, selon l'âge de raison ou pas, où bah, ils vont être tentés d'aller voir qu'est-ce qui se passe chez les autres gamins. Donc ça crée aussi énormément, tu vois, d'agressions, en fait, malheureusement, des enfants entre eux ou des adolescents entre eux. Donc, il faut vraiment, tu vois, être dans l'observation, dans le discernement. Si vous checkez ce qui se passe sur les écrans, tu vois, autant que faire se peut, voire même, je vais pas dire pas en donner du tout, parce que voilà, on sait comment, enfin, je connais pas les situations, tu vois, de chaque personne, etc. Mais faut être vigilant. En fait, il faut vraiment faire preuve de discernement. Tu vois, c'est vraiment ça, en fait.
c'est vraiment de faire preuve de discernement, d'avoir ce juste milieu entre, ben, comme on disait tout à l'heure, je suis dans la panique, je suis dans la paranoïa et tout, et ben, je fais les causes pour sécuriser la zone, si je peux dire ça comme ça. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je vois tout à fait, machallah, bah, le fiki déjà Voilà. pour tout le conseil. Et du coup, il y a Foulena69 qui a demandé, puis-je apporter mon témoignage? Ah bah oui. Est-ce que tu veux, du coup, est-ce que tu veux prendre le micro ou est-ce que tu veux... Ah, j'avais pas vu les autres commentaires. Attends, attends, je lis juste les commentaires, hein, juste Vas-y, contact physique. Le fait vas-y. qu'un Ouais, salon... n'hésitez pas, juste Ouais, profitez-en parce que l'heure, elle défile, mais profitez-en si vous avez des questions, mettez-les dans la boîte à questions et vraiment profitez-en, que ce soit pour vous, pour vos enfants, votre entourage. Vous avez une experte là, machallah, une psychologue, donc jeu de contact physique, le fait qu'un enfant s'allonge sur un autre, l'enfant ne saura pas pousser, frapper si c'est un proche, et c'est souvent le cas. Les enfants qui sont ou ont été abusés, c'est la famille et les proches. Il y a un rapport d'autorité émotionnelle. Oui, tout à fait. Il y a de la manipulation psychologique très souvent derrière. J'ajouterais quand même que, tu vois, en fait, ça dépend comment l'éducation, comment on va sensibiliser et faire la prévention, ça joue. C'est-à-dire que si on, tu vois, ça dépend. Il y a des éducations familiales où la structure hiérarchique, elle est mise en avant. Tu sais, genre, clairement, où les adultes, ils ont plus de droits que les enfants. Les enfants, il faut qu'ils respectent, entre guillemets. Enfin, tu vois. Et ça va faire qu'effectivement, l'enfant, si ça vient d'un proche qui est un proche ou quelqu'un qui est plus âgé, tu sais, il va pas percuter le signe. Ça va, parce que pour lui, sa grille d'analyse, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui est de ma famille ou pas? Est-ce que c'est plus grand que moi ou pas? Il va calculer comme ça, en fait. Mais si nous, je pense que si nous, on les oriente, on fait de la prévention en mode ce qui est quoi l'intimité, en fait. C'est que l'intimité, c'est pas une question de qui vient toucher ton intimité ou s'allonger sur toi ou quoi. C'est la préservation de ton intimité. C'est ça ton premier questionnement, en fait. Tu vois, je pense que la manière, en fait, d'apporter la chose, etc., la manière dont on va faire de la prévention et comment on va instaurer, tu vois, le système de réflexion chez l'enfant, bah, ça va faire qu'après, l'enfant, oui, je pense qu'il sera plus enclin à pousser sans parler de frapper, tu vois, mais à percuter qu'il se passe quelque chose qui ne va pas, en fait. Si on lui a déjà expliqué que ça ne va pas être acceptable. ouais, 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 j'ai compris. C'est vraiment partir en fait de l'enfant. En fait, comme tu as dit, ce qui est acceptable ou pas, peu importe la personne qui est en face de soi, plutôt que de partir sur une éducation, voilà, où oui, quand c'est un proche, tout ça. Enfin, c'est vraiment, ouais, c'est déjà l'enfant, il comprend mieux. Exact. Euh, Ouais. Et ce d'ailleurs, qui... Ouais, ouais, excuse-moi, je vais te couper parce qu'il y a une vas-y, personne vas-y. qui a fait un commentaire très pertinent. Quand je vous parlais de prévention et d'éducation, j'ai oublié de poser un terme capital, l'éducation au consentement. Elle a dit effectivement, je vois souvent dans des familles où on oblige l'enfant à faire la bise ou des chantages du style tu me fais un bisou, tu n'auras pas ta sucette, c'est déjà un mauvais message à l'enfant. Ah, tu as tout à fait raison. La notion de consentement, vraiment, c'est quelque chose à travailler avec les enfants dès qu'ils sont jeunes. Des fois, je dis ça et je sais que certaines personnes trouvent ça, entre guillemets, ridicule, mais ça va au point où je pense, dès qu'ils sont bébés ou enfants, on leur dit, par exemple, tu vas changer ton enfant, on va mettre le pyjama, ok? On va changer la couche, ok? On va prendre la douche, t'es d'accord? Tout le temps, tu lui demandes son avis, son consentement. Et là, tu l'éduques en fait au consentement. Le but, c'est pas de faire, oui, c'est pas lui qui décide, blablabla. Non, c'est pas la question. La question, c'est tu es en train d'ouvrir son esprit à la notion de consentement. Il a le droit de dire oui, il a le droit de dire non. Et c'est vrai que franchement, le truc d'obliger à faire la bise ou tiens, tu fais-moi un bisou, tu auras un bonbon, mais là, c'est ouvrir la porte aux pédophiles, hein, clairement. Ah, Enfin, aux pédophiles, ah ouais. enfin oui, c'est effectivement, c'est la notion de consentement. De toute façon, le chantage, ça reste c'est de l'abus psychologique, hein, enfin, voilà. C'est des choses comme ça qui sont dilapidées, en fait, tu sais, dans les actes du quotidien, etc., dans des consciences collectives, qui contribuent, en fait, après ouvrir la porte à des choses qui relèvent de l'abus, en fait, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est un peu comme si on les dépouillait d'eux-mêmes, en fait, de la gestion d'eux-mêmes depuis bébé, depuis tout petit, en les obligeant à toujours dire oui, à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, à aller avec des personnes qu'ils n'ont pas envie d'aller et tout, Mm. en mode, ben, c'est comme ça, t'as rien à dire.
Et puis après, ben ouais, plus grands, ben, eux-mêmes ne savent pas poser leurs Mais limites, ne savent même pas faire la différence entre ce qui cette phrase est autorisé, pas autorisé. complète. Mais cette phrase que tu as dit, genre, c'est comme ça, tu n'as rien à dire, mais en fait, il faut se rendre compte de la portée de ce qu'on dit aux enfants, en fait. Des conséquences que ça peut avoir. Attention, hein, des phrases caca, entre guillemets, on en sort toutes. Hein. On fait tous des erreurs, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il faut pouvoir venir se réformer, se remettre en question, de se dire, voilà, comment je peux orienter les choses différemment pour pouvoir donner à mon enfant les outils, en fait, pour pouvoir faire face à la vie, j'ai envie de vous dire, de la meilleure des manières, de se protéger, de se préserver, et puis de devenir aussi une personne, comment dirais-je, bienveillante, en fait, tout simplement. C'est ça. Bah ouais, non, mais machallah, mais ça passe vraiment du coup ben, par soi-même. Hein. C'est vraiment, comme tu as dit, déjà pour aider le mieux nos enfants, c'est déjà passer par nous-mêmes, pouvoir avoir cette, comment tu as dit tout à l'heure, tu vois, être, enfin voilà, que dès qu'il y a quelque chose ou quoi, on va pas partir enfin, dans la paranoïa ou vraiment enfin, leur faire peur en étant nous-mêmes effrayés ou en étant trop, enfin, en ayant trop des réactions excessives, on va dire, même si c'est légitime, mais par rapport à l'enfant, en fait, il va pas comprendre. Donc déjà, nous, en fait, être des personnes qui vont pouvoir être à l'écoute de nos enfants et pouvoir leur apporter cette éducation. Parce que quand nous, ça va pas, quand nous, on se sent pas bien, on n'a pas la place, en fait, on n'a pas la disponibilité pour apporter tout ça à nos enfants, en fait. Ouais, complètement. Ouais, et bah, d'ailleurs, il y a encore une personne qui a dit quelque chose de très pertinent. Je vais rebondir pour généraliser. C'est que dans cette remise en question, il faut aussi qu'on soit attentive et attentif aux gestes que nous, on a dans le quotidien qui peuvent créer des dommages, si je peux dire ça comme ça. La personne a dit, pitié, arrêtez d'embrasser vos enfants sur la bouche. Et, parce qu'effectivement, ben après, ça peut envoyer le message que c'est OK de faire qu'un enfant embrasse un adulte sur la bouche, en fait, tu vois. Plein de petits trucs comme ça. Les gestes qu'on peut avoir dans le quotidien, etc. En fait, les enfants, ils interprètent le monde avec leur vision d'enfant. Ils vont pas savoir faire le recul. Ah, mais ça, c'est maman, ou ça, c'est bon, c'est que papa. Puis bon, en plus, c'est discutable sur est-ce que c'est pas embrasser son enfant sur la bouche, est-ce que c'est pas bah, effectivement lui voler une partie de son intimité. C'est quand même hyper intime, tu vois. La bouche, etc. Enfin, bon, enfin moi, c'est pas quelque chose. Alors, j'ai jamais embrassé mes enfants sur la bouche. Je pense que c'est selon la culture et l'éducation. Oui, c'est selon la culture et l'éducation. Après, franchement, moi, j'ai vu ça même sur les bébés, hein. Même embrasser des bébés, etc. Moi, je suis pas à l'aise avec ça. Enfin, il y a des. Franchement, j'ai vu ça dans toutes les cultures. Après, c'est soit ça s'arrête bébé ou ça continue pas enfant, etc. Ou j'en ai même vu adulte faire ça. C'était voilà. Mais effectivement, c'est culture familiale en fait. Hein. Y a-t-il une sensibilisation particulière pour un enfant hypersensible qui a besoin d'exprimer son affection aux autres? Euh, Non, je pense pas que ce soit particulier. En fait, il faut discuter de qu'est-ce que ça veut dire, comment il exprime En fait, il faut mettre les limites sur comment on exprime son affection, en fait, en fonction de qui et comment. Je pense qu'il faut avoir une attention particulière sur ça. Ouais. Du coup, on n'a pas eu de nouvelles de Foulena69 qui voulait partager son témoignage. Je ne sais pas si elle voulait le faire directement ou si elle voulait écrire. Si tu es encore là, n'hésite pas. Hein, au contraire, c'est très bien. Après, comment dirais-je, pour rebondir sur souvent, en fait, c'est un truc que je disais tout à l'heure encore à une personne avec qui je parlais, c'est que quand il y a eu traumatisme comme ça, il y a le traumatisme en lui-même et il y a la gestion du traumatisme qui fait tout autant, si je peux dire ça comme ça. Du coup, c'est vraiment important, ben, nous, de nous libérer quand on a été victime de ça et faire le taf aussi en tant qu'adulte pour pouvoir, encore une fois, car là nous en préserve, ben, accompagner nos enfants. Tu vois, quand il se passe des choses comme ça qui sont délicates, même, tu sais, des fois, admettons, ils sont à l'école, puis tu sais, il y en a un qui baisse son pantalon pour faire rire, tu vois. Ben, en fait, apprendre ça aux enfants. Est-ce que c'est, enfin, pourquoi ça, leur hurler dessus, etc. Tu vois, de poser des questions pour comprendre, tiens, pourquoi tu as fait ça? Pas ça fait rire les autres. Oui, mais est-ce que tu trouves que, est-ce que tu as besoin de montrer tes parties intimes pour faire rire les autres? Enfin, tu vois, d'essayer de les amener dans la réflexion, en fait, pas tout de suite les condamner, les punir, etc. Tu vois, quand ils sont enfants, il faut aussi avoir cette miséricorde.
quand ça vient entre enfants, tu vois, de pouvoir reprendre tu sais, de rectifier le tir, si tu me permets l'expression, pour pouvoir leur expliquer ben, pourquoi c'est pas correct, d'où ça vient, pourquoi c'est pas correct, c'est quoi le but qui est visé, est-ce que c'est de faire rire, est-ce que c'est de créer du relationnel, tu vois, donc comment on travaille avec l'enfant pour qu'il puisse faire ça différemment, parce que c'est un besoin, tu vois, de rentrer en relation avec les autres, mais tu n'as pas besoin de montrer tes parties intimes pour faire ça, en fait, tu vois. Mais malheureusement, ben ça, quand tu regardes je sais pas, il est possible que ce gamin-là, il ait vu une vidéo sur YouTube d'un gars qui a baissé son pantalon pour faire rigoler, tu vois. Des trucs, des habilités qu'on peut voir sur YouTube, tu vois. Donc, lui, Ouais. il sait pas faire la distinction entre. Il n'a pas encore, tu vois, c'est l'âge de raison, tout simplement. Donc, il faut qu'on puisse faire preuve, tu vois, de souplesse par rapport à ça pour les accompagner aussi dans les deux sens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, je vois tout à fait, mais c'est super intéressant là, ce que tu as dit. Effectivement, déjà, ils peuvent voir et reproduire. Et pour eux, ça peut être un moyen en fait de rechercher de l'attention, peu importe ce qu'ils recherchent en fait. Mais c'est vrai, c'est super intéressant à entendre parce qu'en tant que parent, ben, on aurait tendance, et je pense que même moi, tu vois, sans avoir entendu ça et tout, c'est vrai qu'on aurait tendance à tout de suite condamner ça en fait. Dire, mais attends, mais pourquoi tu fais ça? Ça va pas ou quoi? Ouais, Et pas aller chercher le pourquoi en fait tu as fait ça, mm. tu vois. Non, en fait, c'est ça aussi notre rôle d'éducatrice, tu vois, c'est de pouvoir bah, agir dans les deux. Parce que c'est des enfants, en fait. Tout simplement, vraiment, ils n'ont pas l'âge de raison. Ils ont besoin qu'on les accompagne dans leurs épreuves. Et leurs épreuves, elles impliquent aussi bah, enfin, tu vois, de faire des bêtises, tout simplement, quoi. Mm. Et ils ont Ouais, les réorientent. Mm. Et ça, je pense que ça, je le dis pour les mères, mais je le dis aussi pour les femmes qui l'ont vécu enfant ou qui l'ont peut-être, parce que moi, ça m'arrivait d'avoir des patientes qui ont commis des choses en étant enfant et qui s'en sont voulues toute leur vie en mode, mais pourquoi j'ai fait ça? Je suis une personne horrible et tout, mais à un moment donné, juste, t'étais une enfant, tu te rendais pas compte de ce qui était en train de se passer. T'as as reproduit des choses sans réfléchir, t'avais pas l'âge de raison, ton cerveau était pas mature. Tu vois, c'est que, voilà, faut pouvoir se rappeler de ça aussi. Mm. j'ai pas compris, excuse-moi, tu parlais de personnes qui, elles, ont fait des choses, c'est ça? Ouais, ouais, qui ont en fait des femmes qui ont, entre guillemets, bon, c'est plutôt des attouchements, hein, c'est pas du domaine du viol, mais par exemple, des enfants qui ont attouché des autres enfants, tu vois, en mode reproduction ou en mode découverte ou en mode, tu sais pas vraiment comment ça s'est produit, tu vois, et Ouais, leur vie, elles s'en veulent, de fou. d'accord. Parce qu'elles, justement, tu sais, en fait, elles réfléchissent avec leur cerveau d'adulte en mode, attends, mais j'ai fait ça, c'est que je suis horrible, mais en fait, peut-être que toi, t'as vécu ça, t'as été agressé, donc tu sais, t'as reproduit. Peut-être en fait, tu vois, il y a tout, faut analyser le contexte, etc. Mais oui, ça existe aussi, hein. Mm. D'accord, ouais. Bah, tu vois, c'est des choses que je pense qu'ils sont encore plus tabous Oui, oui. et Mm. que c'est important de les entendre aussi parce que, ben voilà, faut pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer, il faut pouvoir se pardonner, subhanallah. Et donc, c'est super intéressant que tu aies partagé ben, cette nuance-là dans tout ce qui se passe parce qu'en fait, je pense qu'effectivement, il y a, il y a ce qu'on entend quand on entend attouchement et viol, mais en fait, il y a autour de ça, il y a Ah plein de nuances en fait oui, oui. entre Ouais. ben, les enfants, les adultes, les femmes, les agresseurs, les agressés, chacun comment il va s'en remettre, les personnes qui ont été soutenues. Et comme tu as dit, il y a le traumatisme en lui-même, mais il y a ce qui est traumatisant aussi, c'est après comment ça se Ouais. passe. Et Complètement. du coup, une dernière question, je pense que aussi c'est super important, c'est les personnes qui sont pas soutenues en fait par leur entourage, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place? Parce que moi, c'est vrai que ça m'a étonnée hein, d'avoir entendu, ben voilà, en fait, je l'ai dit, donc j'en ai parlé, j'ai eu le courage d'en parler, et en fait, on m'a pas cru. Et donc, la personne, elle continuait à venir dans le foyer de la famille, tout ça. Et donc, en fait, ça continuait Horrible. à se Mm. produire. Et dans ce cas-là, bah, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Qu'est-ce qu'il faut enseigner à nos enfants? Enfin, bon, déjà, qu'Allah nous préserve, mais déjà, bah, nous, d'être ces personnes qui vont croire nos enfants et qui vont agir tout de suite. Mais pour les personnes, justement, qui n'ont pas ce soutien, tout ça et tout, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Où elles peuvent aller? À qui elles peuvent en parler? De pas rester seules, quoi. Alors, franchement, ça, c'est vrai que c'est vraiment terrible. Tu rajoutes du traumatisme au traumatisme. Comme tu l'as dit,
Là, carrément, il y a un déni familial et on fait comme si de rien n'était. La personne, elle est obligée de continuer de voir son agresseur, etc. Ben, en fait, ça dépend vraiment du contexte social où on vit, etc. Mais là, c'est carrément, enfin, c'est enfin, ça dépend de l'âge, etc. Mais c'est parler enfin, tu vois, comment dirais-je, à la CPE à l'école ou à un prof ou aller carrément à la police. Enfin, tu vois, je pense qu'il faut faire des signalements, en fait. Ça dépend Il y a un numéro en France, tu sais, bon, alors, il est saturé, tu sais, pour maltraitance pour les enfants. Je crois que c'est le 119 de mémoire. Mais apparemment, il est régulièrement saturé. Mais là, en fait, autrement dit, hein, de toute façon, qu'on soit enfant, adolescent ou adulte, c'est de chercher là où on sent qu'on va être compris et accepté, en fait. Mm. Ouais. Ouais. Rien que le fait que tu dises, ben voilà, un numéro qui est régulièrement saturé et que c'est pour les enfants, ben voilà, c'est triste, quoi. C'est quand même nous préserve. Et du coup, pour la sœur là qui disait justement, elle a vécu ça et elle voit des signes en fait chez ses enfants. Euh, Comment tu peux t'en as parlé déjà, mais comment elle peut être sûre entre guillemets ben, que c'est vraiment des signes et que c'est pas justement ben, elle parce qu'elle a vécu un trauma et que peut-être elle voit des signes partout, des choses comme ça, tu vois. Comment vraiment faire la distinction des choses très claires qui peuvent nous alerter en fait et nous dire, bah là, faut en parler, tu vois. Là, faut soit parler avec l'enfant, soit aller voir un adulte, aller voir quelqu'un de compétent qui va justement parler avec l'enfant pour poser Ah, justement ces fameuses questions ouvertes. je pense que Et c'est intéressant qu'elle parle de ce qu'elle a relevé, des faits, avec une tierce personne, pour faire la part des choses, hein. Mm. d'accord. Ben justement, nous, ben toi, comment on peut te contacter, comment on peut travailler avec toi pour les personnes qui nous écoutent là. Alors, Euh, ouais, comme je te disais tout à l'heure, je fais plus de consultation individuelle, mais mes collègues Dilem Assas et Samia Lazare, que vous pouvez retrouver sur mapsyenligne-chez-moi.fr, qui sont disponibles pour les consultations en ligne. D'ailleurs, en ce moment, bah, il n'y a pas très longtemps, j'ai organisé un challenge sur un groupe privé entre femmes qui s'appelait 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe. Et suite à ce challenge-là, donc on avait ouvert les portes du coaching du bootcamp Ma Psy Campus, qui est sur 6 mois. Et du coup, on a refermé les portes il n'y a pas longtemps. Il y avait pas mal de personnes qui nous avaient dit, voilà, financièrement, je suis un peu juste, j'aimerais bien me faire accompagner, etc. Donc, du coup, en ce moment, on propose le pack Se traiter en première classe, donc qui est composé d'une formation numérique qui s'appelle les 6 étapes pour accéder à la meilleure version de soi. Donc, c'est vraiment pour faire un travail de connaissance de soi, pour distinguer les mécanismes toxiques, pour pouvoir s'en dissocier, etc. Donc, cette formation-là, elle a une valeur de 140 euros. Et il y a aussi 4 rendez-vous individuels par téléphone avec une psychologue de l'équipe MAPSI en ligne chez moi. Donc ça a une valeur de 236 euros. Et ce pack-là, on le propose à 279 euros qui peuvent être payables en plusieurs fois au lieu de 383 euros. Donc ça, c'est une offre qui est valable jusqu'au le 20 février. Également, sur le site mapsyenligne-chez-moi.fr, vous avez 2 programmes offerts. Donc, il y a un programme audio qui s'appelle Les 3 secrets du travail sur soi réussi. Et il y a un programme par mail où vous recevez un mail par jour pendant une petite période qui s'appelle Comprendre la psychologie, la pensée, les émotions et le comportement humain. Et enfin, toutes les semaines, je sors un épisode de podcast où je traite d'une question de psychologie pour justement, comment dirais pour encourager les femmes à se traiter en première classe, donc d'un point de vue émotionnel, psychologique, et que faire vraiment profondément, l'émission s'appelle Se traiter en première classe, donc elle est disponible sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, enfin les grands classiques sur la chaîne YouTube Ma Psy en ligne chez moi et sur le site aussi mapsyenligne-chez-moi.fr. Donc voilà, il y a tout ça pour vous. Il y a tout ça. Bah, du coup, allez découvrir, hein, pour celles qui la découvrent aujourd'hui, bah, allez découvrir sa page. Au passage, entre parenthèses, j'aime trop ton hashtag Se traiter en première classe. Franchement, c'est génial pour les femmes parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est le gros souci des femmes et encore plus des mamans. Du coup, hein, quand on est maman, on a tendance à s'oublier complètement. Et c'est pas du tout la meilleure façon d'éduquer nos enfants, de s'oublier. C'est leur apprendre justement à s'oublier. C'est leur apprendre à se sacrifier pour les autres. Donc, ben, allez découvrir tout ça et apprenez justement à vous traiter en première classe. Merci, franchement, je te remercie énormément, Émilie, d'avoir accepté, d'avoir partagé ben, tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. C'est super important. Et éviter voilà, de laisser ces sujets tabous. N'allez pas psychoter, comme on a dit, mais voilà, faut savoir réagir, faut savoir être capable
d'entendre ces choses-là et de réagir de la meilleure manière pour accompagner de la meilleure manière. Donc, merci, merci. Et puis, merci à vous toutes d'avoir été là et d'avoir écouté le live. Bah, merci à toi de m'avoir sollicité, puis d'avoir accepté aussi de parler de. Voilà, tu as ouvert la parole, tu vois, dans ta pratique, tu as constaté ça et tu t'es dit. Déjà, je salue le fait que tu te sois formé, tu vois, d'un point de vue professionnel pour pouvoir, même comme tu disais, c'est pas ta spécialité, mais pour pouvoir quand même accompagner les personnes de la meilleure des manières. Je trouve ça vraiment sage et responsable, comme je te disais tout à l'heure. Et puis, voilà, le fait d'avoir sollicité quelqu'un pour pouvoir en parler, et puis qu'on puisse, tu vois, comment dirais-je, mixer, si je puis dire, tu vois, nos expériences, notre regard là-dessus aussi. C'était hyper intéressant. Donc, je te remercie vraiment de m'avoir sollicité. Alhamdulillah, le Fiki, merci à toutes. Et au plaisir, Inch'Allah, si on a l'occasion de pouvoir échanger encore, parce que je pense qu'il y a encore tout un tas de choses à dire. Forcément, on ne peut pas parler de tout en 1 heure. Mais en tout cas, voilà, vous avez plein de pistes là, vous avez plein de choses à aller voir, à aller télécharger, à lire. Donc, n'hésitez pas à aller vous former et regarder tout ça. Et déjà, ce sera déjà très bien. Et au plaisir de partager avec toi une autre fois, Inch'Allah. Passez une excellente journée toutes. Aussi, Et à je vais très mettre le bientôt, live Inch'Allah. en replay et je le mettrai aussi sur ma psy en ligne chez moi, la chaîne YouTube. Et je mettrai tous les liens. Je mettrai le lien de ta page, etc. aussi si des personnes veulent travailler avec toi, Inch'Allah, ok? Ça marche. Le Fiki. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum les filles. Allez, Salam alaikum. salam, bonne journée. Bonne journée à toutes. Salam alaikum.